soir, la politique ne cesse de couler beaucoup d'encre de salive, en savoir la nomination de M. Félix Tshisekedi comme deuxième vice-président à la tête de l'Union africaine et le meeting aussi de l'UDPS pour ce 15 février. C'est pourquoi, pour répondre à beaucoup de vos questions, à plusieurs de vos questions, nous sommes allés chercher, comme ça nous l'appelons, un pionnier de la politique. Avec lui, nous allons vraiment essayer d'en parler et de discuter en ce qui concerne la politique ici en République démocratique du Congo. Alors cette personne s'appelle bel et bien Alexis Mutanda. C'est un pionnier, hein, comme j'avais bien dit, de l'UDPS aussi, pourquoi pas. Bonsoir, monsieur Alexis Mutanda. Bonsoir, maman, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Comment va la santé aussi? La santé va bien, merci. Et la santé de votre carrière politique? La santé de votre carrière politique? Bon, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Ce n'est pas parfait, donc... Ok, alors nous allons d'abord parler de votre livre. Vous avez épinglé un point concernant les élections. Alors, en République démocratique du Congo aussi, nous avons eu des élections. Nous avons eu les élections en 2018, le 30 décembre. Alors, si on peut comparer avec ces faits, est-ce que nous avons eu des élections crédibles en République démocratique du Congo? Bon, vous savez, dans un processus électoral, on avait déjà, comme vous vous rappelez, hein, avant les élections, il y avait déjà pas mal de discussions sur les machines à voter, sur la date des élections, sur la manière d'organiser ces élections, etc. Bon, le 30 décembre, on a eu finalement ces élections, donc l'élection présidentielle, les législatives et les provinciales. Bon, on a attendu les résultats et puis les résultats sont tombés. Apparemment, un des problèmes les plus cruciaux qu'on a pu constater, c'est que au niveau de la compilation, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, je ne sais pas de quelle manière cette compilation a été faite, mais il nous revient que dans plusieurs bureaux, pendant que disons, les équipes chargées de cette compilation étaient en train de travailler, qui n'avaient pas encore terminé, eh bien, on avait déjà des résultats qui étaient en train d'être proclamés, etc. Donc, jusqu'à présent, vous savez qu'il y a beaucoup de recours, aussi bien dans la ville de Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. En 2011, on a eu le même phénomène, en 2006 aussi. Mais cette fois-ci, évidemment, c'est un peu plus important. Alors, vous savez que les élections dans un pays doivent refléter la volonté populaire. Et refléter la volonté populaire, ça veut dire que la population va aux urnes pour, disons, choisir ses mandataires. Et lorsque cette volonté populaire n'est pas satisfaite de manière satisfaisante, eh bien, il y a toujours évidemment des réactions, il y a toujours évidemment des mécontentements, il y a toujours... alors, c'est tout à fait normal, mais lorsqu'on entre un peu plus, disons, en profondeur, on trouve quand même qu'au niveau des organes qui ont organisé ces élections, il y a eu des manquements, que nous pouvons dire des manquements quand même assez graves. Parce qu'une compilation, lorsqu'elle commence, elle doit aller jusqu'au bout et puis arriver au résultat. Alors vous avez dit, M. Alexis, ici, de refléter la volonté de la population. C'est ça en fait. Alors, votre livre est intitulé « Les Congos en quête d'un leadership politique de changement par les élections libres et démocratiques ». Alors, grosso modo, bref, de la manière dont votre livre est intitulé, comment est-ce que vous pourrez alors rappeler les élections que nous avons eues en 2018? Bon, mais comment on peut les appeler? Il y a eu des élections populaires, bien sûr, mais pour ce qui est de démocratique, certainement que ces élections étaient démocratiques parce que tout le monde, du moins tous les élus, disons toutes les personnes qui avaient le droit de voter ont été autorisés à voter. Et puis, chacun a exprimé certainement, disons, sa voix. Eh bien, tout le monde a utilisé ces machines à voter. Bon, moi-même, je l'ai utilisé. Mais vous savez que ces machines à voter avaient déjà
fait couler beaucoup d'encre. Et lorsqu'on se trouve devant ces machines, bien sûr, c'était des machines très performantes et tout ce que vous voulez, mais avec le niveau, disons, de nos populations. Lorsqu'on se trouve devant une machine qu'on n'a jamais utilisée dans sa vie, on vous renvoie à ceci, on vous renvoie à cela. Lorsqu'on n'en a pas l'habitude, sachez quand même que ce n'est pas, disons, ce n'est pas si simple. Il y avait des personnes à côté pour aider, ils ont aidé dans une certaine mesure, mais je suis sûr et certain que dans beaucoup de cas, il y a eu certainement des trébuchements. Vous avez quand mais même comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus au niveau, si vous voulez, disons, de témoins d'abord dans beaucoup de bureaux de vote. Eh bien, beaucoup de témoins se sont plaints parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, disons, de leur travail. Et puis les équipes de compilation qui ont été mises en place n'ont pas pu non plus faire leur travail jusqu'à la fin de manière satisfaisante. Or, ce sont des moments aussi critiques pendant le processus électoral. C'est le moment où, lorsqu'on a tous les bulletins de vote en main et qu'on puisse les faire compiler, qu'on fasse la compilation jusqu'à l'aboutissement. Alors, on a comme l'impression que dans certaines... Oui, mais pacifique, ça, ce n'est qu'un aspect. Un processus électoral doit être complet, c'est-à-dire pacifique, bien sûr, parce que les gens ne se sont pas battus, parce qu'il n'y a pas eu ceci, cela. Mais ce n'est pas le seul aspect. Dans un processus électoral, on attend quand même pas mal de choses. C'est d'abord la facilité que l'électeur a pour exprimer sa volonté, et puis les machines, la qualité des machines qu'on a utilisées. Je vous ai montré qu'à un certain point, pour certaines personnes, et la grande majorité, l'utilisation de ces machines n'était pas si simple que cela. Et puis, après le vote, il y avait des témoins qui devaient faire leur travail jusqu'à la signature des PV. Et puis ensuite, lorsqu'ils ont terminé, ça passe au stade de la compilation. Et la compilation, c'est pour maintenant classer, évidemment, les points par candidat. Et bien, tout ce processus, évidemment, il y a eu des manquements très graves à un moment donné. Et on a eu comme l'impression, dans certaines circonscriptions, même dans certains centres, comme si c'était évidemment une distribution de cadeaux à certains amis ou à certaines personnes. Une distribution etc. de cadeaux à certains bien acteurs sûr, politiques. Pardon? Une distribution de cadeaux à certains acteurs politiques. Mais toujours est-il que dans une circonscription électorale, lorsqu'on constate tous ces recours qu'on fait actuellement, c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait, il y a des personnes qui savent pertinemment bien qu'ils étaient gagnants dans ce processus et qu'ils n'ont pas eu, si vous voulez, gain de cause. Alors en ce moment-là, évidemment, il y a des recours à gauche, à droite, et c'est tout à fait normal. L'UDPS, c'est 15 février au meeting. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais le 15 février au meeting, vous savez très bien que le 15 février, c'est une date anniversaire de la création de l'UDPS. Ah, ok. Le 15 février, c'est 1980, si je ne m'abuse, 82, si je ne m'abuse. C'est la date de la création de l'UDPS. Et toutes les années, le 15 février, c'est une date anniversaire. Et lorsqu'on a affaire évidemment à un parti aussi grand que l'Union pour la démocratie et le progrès social, et avec des milliers de choses, de combattants ou bien des membres, il est tout à fait normal qu'à cette date, évidemment pour eux, c'est une commémoration. Et pourquoi pas le faire aussi à l'IMT? Pardon? Et pourquoi pas le faire alors à l'IMT? Bon, si vous estimez qu'on peut le faire à l'IMT, si vous pouvez me prouver qu'à l'IMT, il n'y a plus de place, par exemple, qu'à Sainte-Thérèse, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça à Sainte-Thérèse? Pourquoi on ne peut pas faire ça au stade? Pourquoi il faut que ça soit à l'IMT? À l'IMT, c'est une villa, c'est une parcelle. Est-ce que vous pouvez y mettre 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 personnes? À Triomphal, peut-être. Bon, oui, à Triomphal, on peut faire aussi, mais pourquoi pas Sainte-Thérèse? Est-ce que c'est la première fois que l'UDPS fait des meetings? Parce qu'actuellement, oui, vous êtes le mieux placé pour nous répondre et répondre aussi à la population, parce que les gens veulent le faire comme un motif de polémique.
C'est pourquoi nous revenons vers vous, parce que ceux-là qui sont dans la maison, ils se posent aussi beaucoup de questions. Pourquoi c'est non Ndjili? On a l'impression que l'UDPS veut. Oui, très bien, très bien. Ceux qui se posent la question, est-ce que l'année passée, ils se sont posé la question lorsque l'UDPS avait organisé son meeting là-bas? Et 2 ans avant, et 3 ans avant, lorsque l'UDPS systématiquement allait à Sainte-Thérèse pour organiser, est-ce que ces personnes se posaient la question? Donc c'est un endroit populaire, peut-être qui coûte moins cher, et puis qui peut contenir des centaines de personnes. Et voilà, n'importe qui peut aller à Sainte-Thérèse, louer le terrain et organiser son meeting. Puisque l'UDPS le fait, ça devient lié à certains autres phénomènes, etc. Mais alors il faut dire justement à ces gens qui pensent ça que c'est peut-être eux qui ne sont pas en droit chemin. Parce que l'année passée, l'UDPS était à Sainte-Thérèse. L'année avant, 3 ans avant, 5 ans avant, c'est un endroit qui a été utilisé de manière systématique, et surtout par l'opposition. Mais alors, aujourd'hui, on organise encore une manifestation à Sainte-Thérèse, ça pose un problème. Quelle est la logique derrière ça? Et ceux qui se posent la question. On avait besoin de comprendre votre philosophie peut-être par rapport à cette organisation. Pardon? Parce que la population avait juste besoin de comprendre quel a été l'objectif de l'UDPS pour aller choisir seulement Ndjili Sainte-Thérèse. Non, mais c'est tout simplement pour la réponse que je donne. Vous dites, vous comparez Sainte-Thérèse à Limete. Allez à Limete, vous allez voir que le siège de l'UDPS, c'est 4 murs, donc c'est un espace qui ne peut pas contenir, je ne sais pas moi, 10 000 personnes par exemple. Et puis même si vous mettez les gens dans la rue, est-ce que c'est l'idéal? Tandis que Sainte-Thérèse, c'est un terrain, disons, libre, qui est vaste, qui peut contenir des milliers de personnes. Et puis ce n'est pas la première fois, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a 10 ans, on a été à Sainte-Thérèse, il y a 9 ans, on était à Sainte-Thérèse, il y a 8 ans, c'était Sainte-Thérèse. On a été à Sainte-Thérèse régulièrement, non seulement à l'UDPS, mais même, disons, lorsqu'on avait des partis de l'opposition qui voulaient s'exprimer, c'était Sainte-Thérèse. Et cette année-ci, puisqu'on va à Sainte-Thérèse, ça pose des problèmes. Alors finalement, je peux dire que ceux qui ont des problèmes, ce sont ceux qui posent ce problème-là. Alors, une petite question par une petite réponse. Quelle différence pourrez-vous établir entre l'ordre du président Étienne Tshisekedi, sa philosophie, et la philosophie de Félix Tshisekedi, le fils? Bon, la différence. Est-ce qu'on peut dire que le fils est identique au père ou le père est identique au fils? Énumérez un peu. Bon, donc les 2 personnes sont 2 personnes différentes. Oui. Il y en a un qui est père, qui s'appelle Étienne Tshisekedi Mulumba, et l'autre qui est le fils, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont 2 personnes différentes, 2 personnalités différentes. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils soient identiques? 2 personnes ne peuvent pas être identiques. Est-ce que le fils est identique à son père ou la fille est toujours identique à sa mère? Est-ce que le père avait une philosophie autre que le fils? Ce n'est pas un problème de philosophie, c'est un problème de personnalité. Pression de personnalité, pourquoi? Parce que chaque personne a ses qualités et ses défauts. Et ça, c'est évidemment humain. Je crois que tout le monde, dans le monde entier, vous ne trouverez pas une personne qui n'a que des défauts ou une personne qui n'a que des qualités. Chaque personne a ses qualités et c'est intrinsèque, c'est-à-dire ce sont ses qualités à lui personnellement. Alors l'autre peut aussi avoir ses qualités et ses défauts intégralement. Alors en ce moment-là, il serait tout à fait hasardeux d'aller mettre... Ils peuvent être similaires. La similitude n'est pas l'identité. Vous ne pouvez pas être... Est-ce qu'il y a 2 personnes dans le monde qui sont identiques? Est-ce qu'on peut trouver 2 personnes dans le monde qui sont identiques? Les personnes sont toujours différentes, même dans la famille. Vous pouvez avoir 2 frères qui sont nés de 2 parents, mais ils sont différents. 2 sœurs, la même chose. Alors, M. Alexis Mutanda est donc pionnier aussi en écoutant le discours de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, si on vous demandait, donc, selon vous, quelle serait la priorité que M. Félix Tshisekedi devait s'en servir en premier? Bon, les priorités dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo en 2019, quelles sont les priorités dans notre pays?
posez cette question à n'importe quel Congolais, je ne sais pas s'il y en a un qui va vous définir les priorités de notre pays. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, le pays est tombé tellement bas que nous avons pratiquement des défis dans tous les domaines. Nous avons des défis dans tous les domaines. Si vous prenez le domaine sécuritaire, quelqu'un vous dira que c'est une priorité parce qu'il faut assurer la sécurité des personnes et des biens. Et si vous n'avez pas la sécurité au pays, vous ne pouvez rien faire, etc. C'est une priorité. Quelqu'un peut vous dire que dans notre pays, la priorité, c'est le système sanitaire. Parce que les gens meurent tous les jours, ils tombent malades, ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas ceci, cela. Parce qu'il faut veiller quand même à la bonne santé de la population. C'est une priorité. Quelqu'un vous dira aussi que c'est une priorité, disons, le système. Quelqu'un peut vous dire aussi que c'est l'enseignement qui est la priorité des priorités, parce que l'avenir du pays est entre les mains, ou plutôt, disons, pour les jeunes. Et si les jeunes ne sont pas bien formés, eh bien, l'avenir du pays est compromis. C'est aussi une priorité. Quelqu'un peut vous dire que la priorité dans notre pays aujourd'hui, c'est le chômage. Il faut résorber le chômage parce que, en fin de compte, le pouvoir d'achat des gens, des personnes qui terminent leurs études, les pères de famille, les mamans ne peuvent pas, si vous voulez, faire face à la réalité lorsqu'ils sont au chômage. Donc quelqu'un peut vous dire aussi que dans notre pays, la priorité des priorités, c'est mettre fin au chômage. Alors c'est long. Quelqu'un peut vous dire aussi que la priorité dans notre pays, c'est d'abord la production agricole. Parce que les gens ne mangent pas, ceci, cela, etc. Nous importons aujourd'hui même du poisson, nous importons la viande, nous importons des poulets, alors que dans notre pays, nous avons les capacités d'avoir, c'est aussi une priorité. Alors, en fin de compte, la priorité des priorités, c'est laquelle? C'est pour vous dire qu'un pays qui se trouve en plein, disons, qui est dans une crise aussi profonde que notre pays, il faut examiner le problème, si vous voulez, dans son ensemble, et puis voir de quelle manière on peut s'y attaquer. Parce que le problème de l'enseignement, c'est important. Sanitaire, c'est important. Sécuritaire, c'est important. Et le problème même de... Regardez, je vous donne l'exemple d'une société comme la SNCC, qui était une société florissante, qui servait le pays à partir du Katanga, qui portait des minéraux jusqu'à Kinshasa, et puis on a cheminé ça jusqu'à Matadi, etc. Mais cette société est pratiquement en faillite aujourd'hui. Alors, premièrement, combien de chômage, ou plutôt des chômeurs, toutes ces personnes qui... Si aujourd'hui, vous mettez des marchandises à Lubumbashi pour les amener même à Mbujimai ou à Kananga, eh bien, il faut attendre 6 mois. Alors que dans le temps, c'était pratiquement toutes les semaines. Eh bien, vous voyez que le problème du chômage, c'est capital. Donc, pour vous, c'est le problème du chômage d'abord qui... Le problème du chômage, oui. Le problème de la sécurité. La sécurité à Béni, on tue les gens tous les jours. À Béni, on tue les gens. Au Kassai, ici, il y a une année ou 2 ans, on a tué des centaines de gens. À Béni, là-bas, c'est pratiquement tous les jours. À l'est du pays, c'est tous les jours. Alors, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est priorité ou ce n'est pas priorité? Mais c'est la priorité des priorités. Parce qu'il faut veiller quand même à ce que les gens vivent dans un pays où règne la sécurité. Alors, monsieur... Donc, c'est pour vous dire que si quelqu'un aujourd'hui vient me parler des priorités, je lui dirais que dans notre pays, là où nous en sommes à l'heure actuelle, tout est prioritaire. C'est tout simplement au gouvernement, si vous voulez, qui doit gérer cette crise, qui doit gérer ces défis, de voir de quelle manière il peut avancer, si vous voulez, dans cette plateforme qui est hasardeuse et tout ça. Ok. Alors, monsieur Alexis Mutanda, il y aura bientôt un nouveau gouvernement, parce que d'ici là, il y aura la formation du nouveau gouvernement. Alors, selon vous, les 3 mois d'attente pour ce nouveau gouvernement, ne serait-ce pas aussi un danger pour le gouvernement entrant? Non, mais vous savez, qu'est-ce que dit notre Constitution? Parce qu'on a eu des élections sont terminées, c'est très bien. Mais est-ce que le Parlement est déjà en place? Nous avons actuellement une structure qui est provisoire.
on attend qu'on puisse d'abord, au niveau des provinciales, évidemment, là c'est déjà fait. Hein? Mais au niveau national, je crois que le Parlement n'est pas encore en place. Ça ne sera pas peut-être un danger? C'est à partir, évidemment. Mais le problème se pose où? Le problème se pose encore au niveau un ministre qui était là, il non, de beaucoup de le choses, problème se pose au niveau des résultats des élections. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont fait leur recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est en train d'examiner et lorsqu'ils auront terminé l'examen, on va avoir maintenant, disons, le Parlement définitif qui va être installé. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de la formation du gouvernement. Vous n'allez pas former le gouvernement si les structures institutionnelles ne sont pas en place. Ce ne serait pas un peu déséquilibrant de voir ces ministres-là qui étaient là, ils peuvent aussi dire que je veux tout ramasser parce que bientôt là, je serai obligé de partir. Par là, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Oui, mais bien sûr, lorsqu'un ministre, parce que vous parlez bien des ministres, les ministres, ce sont des hauts responsables du pays. Oui. Alors, un ministre qui est quelque part et qui raisonne de cette manière-là, est-ce que ce ministre-là, il est à sa place? Est-ce qu'on peut l'appeler ministre? Hein? Vous êtes en train d'assurer les affaires courantes, et puis vous dites, bon, je vais partir dans 2 semaines, et donc je dois me servir. Vous allez vous servir où? Dans la caisse de l'État, dans la caisse commune, la caisse qui appartient au peuple congolais, vous allez puiser là-dedans. Alors, quelle est la conscience de ce ministre? Et vous parlez encore d'un ministre. Alors, M. Alexis Moutanda, nous tombons déjà vers la fin. Alors, il y a la nomination du président Félix Tshisekedi comme deuxième vice-président à la tête de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous aussi vous êtes imprégné de l'UDPS. Monsieur Félix, c'est comme aussi un vice. Comment ça vous fait? Quel sentiment pourriez-vous exprimer? Vous savez, maman, vous parlez de l'UDPS tout le temps, on dirait que vous êtes préoccupé par l'UDPS. Mais lorsque une personne est élue au niveau de la présidence de la République, mais il quitte son parti, il devient une personne nationale. Oui. Maintenant, nous avons affaire évidemment à un chef d'État congolais qui va dans une organisation internationale et où on lui donne, où les pairs, c'est-à-dire ses collègues, lui font confiance et lui donnent, disons, la présidence, la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Donc ça ne peut être que, disons, un motif de fierté pour tout le monde. C'est-à-dire au niveau individuel, chacun trouve, disons, et puis au niveau également collectif. Pourquoi au niveau collectif? C'est tout simplement, comme je l'ai dit à vos collègues, que au niveau d'un peuple, au niveau d'un pays, eh ben, la réaction populaire, de manière générale, est basée sur les réussites ou tout simplement la réussite, ça peut se voir dans n'importe quelle de plusieurs manières. Oui. Une équipe de football nationale qui gagne quelque part, eh bien cette équipe revient ici, c'est le peuple qui est en liesse, et c'est tout le peuple, ce n'est pas un individu. Donc voyez-vous, donc chaque peuple retrouve sa fierté, si vous voulez, dans les succès. Et lorsque vous avez votre président, votre chef de l'État, qui arrive dans une organisation internationale, on voit que ses pairs lui font confiance et lui confient. Pour la première fois qu'il assiste à ces réunions, on lui confie cette responsabilité. Mais ça peut être aussi un sujet de fierté pour tous les Congolais. Alors, monsieur Parce Alexis, que là-dedans, il faut voir non pas seulement l'individu, mais il faut voir également la République démocratique du Congo. Si on prédit peut-être M. Alexis Moutanda, parce que c'est une priorité. Alors là, c'est votre livre. Beaucoup de gens n'ont pas peut-être eu la chance de lire ces livres. Si vous pouvez juste faire la synthèse de ces livres pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent d'abord se procurer de ces livres? Eh bien, regardez bien le titre, c'est-à-dire le leadership. Le Congo en quête d'un leadership politique de changement par des élections libres et démocratiques. Eh bien, voilà. C'est un livre que nous avons, qui est sorti au mois d'octobre, au mois d'octobre 2017, mais qui en fait, c'est un recueil de conférences, comme vous pouvez le lire, c'est un recueil de conférences que nous avons donné entre 2003 et 2006
Donc c'était pendant la période de transition. On venait du dialogue intercongolais en Afrique du Sud. On avait mis en place la structure 1+4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents. Et puis on préparait les élections de 2006. Et pendant cette période, nous avons donné une série de conférences, disons, à Kinshasa spécialement, et même en Europe, parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Donc c'est comme ça que vous trouverez certaines conférences que j'ai données à Londres, que j'ai données en Belgique, etc., sans compter celles que j'avais données ici. Mais d'une manière générale, pendant cette période, on a parlé beaucoup plus des antivaleurs. Des antivaleurs, parce qu'on se posait la question de savoir, nous sommes un pays riche, nous sommes un pays beau, nous sommes un pays envié par le monde entier. Mais pourquoi le peuple congolais est tombé aussi bas? Pourquoi nous sommes si misérables? La question se posait à cette époque, et je crois que cette question est encore valable aujourd'hui. Alors, c'est pour cela qu'on a parlé des antivaleurs, parce que nous sommes nous-mêmes déjà dans un domaine des antivaleurs, et ces antivaleurs sont devenues un peu comme notre pain quotidien, c'est-à-dire notre habitude. La corruption aujourd'hui a entamé pratiquement tout le monde. Le mensonge est devenu pratiquement également une pratique aussi bien au niveau politique qu'au niveau des affaires, au niveau des choses. Et puis il y a la recherche de pouvoir, le non-respect des biens des autres, ainsi de suite. Toutes ces choses-là se sont amplifiées avec le temps, de telle manière qu'aujourd'hui, nous vivons dans ces antivaleurs sans même nous rendre compte que... il y a même des étrangers qui disent que les Congolais, bon, vous savez, il suffit de leur donner la musique, de leur donner la bière, de leur donner les femmes, et bien vous avez pratiquement... Donc c'est pour vous dire comment les gens nous jugent déjà de l'extérieur, ces antivaleurs. Alors, en plus de cela, nous avons également parlé de la démocratie, nous avons parlé, disons, des élections. Du leadership aussi. Alors, de leadership pour dire que pour que nous puissions réellement sortir de ce marasme, de sortir de cette situation désespérée, eh bien, nous avons besoin d'un leadership national de changement. C'est-à-dire un groupe de personnes qui ont intériorisé, si vous voulez, les valeurs démocratiques et qui peuvent entraîner toute la population, tout le peuple congolais vers un objectif, c'est-à-dire, disons, le développement. Et surtout, ce qui est très important également, c'est que nous sommes dans un monde, nous sommes entourés, si vous voulez, nous vivons maintenant dans un phénomène de mondialisation. Mondialisation, ça veut dire tout simplement que nous vivons dans un grand village. Les Chinois, les Américains, les Brésiliens, les Asiatiques, tout ce monde-là, nous sommes dans un grand village. Dans ce grand village, quelle est la place de la République démocratique du Congo? Là, c'est la question qui s'est posée. Et demain, puisqu'aujourd'hui nous nous trouvons dans ce marasme, demain, qu'est-ce que ça va être? Puisqu'il faut toujours projeter notre présent dans le futur. Et bien, si nous vivons aujourd'hui dans ce marasme, et bien, si nous continuons dans ce marasme, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera à quel niveau? Ça c'est la question de M. Alexis Moutanda. Moi, je peux compléter dans ces marasmes politiques, si on peut le dire. Voilà, c'est ça que nous parlons dans ce livre, pour vous dire que si nous voulons vraiment sortir de cette médiocrité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce que le peuple congolais ne mérite pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Il ne le mérite pas. Alors pour sortir de cette situation, eh bien, nous avons dans ce livre ouvert certaines pistes, aussi bien pour la jeunesse, aussi bien pour les mamans, aussi bien certaines pour... pistes de solutions. Voilà. Ok, alors monsieur Alexis, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Si on pourrait vous dire, si on pourrait vous demander, est-ce que je peux quand même, de faire l'autocritique de votre carrière politique? J'ai évolué depuis que j'ai quitté... Sur l'association, par exemple. Depuis que j'ai quitté la SNEL, parce que j'ai travaillé longtemps comme ingénieur à la SNEL, j'étais directeur des projets, directeur de l'équipement, quelques projets que nous avons gérés comme Yinga Shaba,
On a construit les centrales Yinga 1, Yinga 2. C'est un projet que je connais pratiquement par cœur. Et puis en 86, j'ai pu quitter cette société. Et puis ensuite, j'ai adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un parti politique qui n'était pas au pouvoir, mais qui prônait le changement. Alors, monsieur Alexis, parlez pendant 2 minutes seulement sur votre association et quel est le but de cette association? Bon, l'association, c'est encore, si vous voulez, le prolongement de cette lutte que nous menons à l'UDPS depuis des années. C'est-à-dire que nous estimons que les Congolais vivent aujourd'hui dans une situation qu'ils ne méritent pas. Une situation qui est tout simplement catastrophique. Alors que nous avons un pays qui est immensément riche, qui a pratiquement toutes les possibilités. Et nous disons que tout cela nous arrive parce que le peuple congolais, c'est-à-dire les Congolais individuellement et collectivement, n'intériorisent pas la réalité, c'est-à-dire les Congolais ne réalisent pas qu'ils sont les propriétaires de ce pays. Ils ne réalisent pas que ce sont eux qui sont les héritiers de ce gros patrimoine. Lorsqu'on parle du cuivre, on parle du cobalt, on parle de coltan, on parle de diamant, chaque Congolais doit savoir que ce cuivre-là, ce diamant-là, l'or qu'on te parle là-bas, le pétrole, c'est sa propriété. Parce que la nature, Dieu qui a fait ce pays, a donné ça aux Congolais. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à M. X ou à M. Y. Chacun doit se sentir dans la peau du propriétaire. Et lorsque ces choses arrivent, chaque Congolais doit se dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis ignorant d'abord de la réalité de mon pays? Et pourquoi je laisse faire tout ce qui arrive là? Et nous nous référons très souvent à notre hymne national qui nous raconte, qui nous dit textuellement ceci, debout Congolais. Debout Congolais pour faire quoi? Parce que nous sommes unis par le sort. Nous sommes unis par le sort pour faire quoi? Pour faire un pays plus beau qu'avant. Et on prend même, si vous voulez, le serment que cette réalité, cette liberté que nous cultivons aujourd'hui, nous devons la transférer à nos enfants. C'est pour vous dire que c'est tout un engagement. Et cet engagement, nous le prenons depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 58 ans et nous ne sommes nulle part. C'est tout simplement parce que les Congolais, de manière générale, ne réalisent pas qu'ils ont, si vous voulez, une responsabilité et qu'ils doivent prendre l'engagement de changer les choses. Merci beaucoup, M. Alexis Mutanda. Ça a été pour moi un réel plaisir. Je pense que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Un leader s'exprime pour une meilleure suite de programmes. Restez branchés sur la radio-télé. Et voici l'homme. On se revoit très prochainement. Au revoir et bonsoir chez vous. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.